Mon invité aujourd'hui est Christophe Levallois. Il nous présente son ouvrage Le loup et son mystère, histoire d'une fascination. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir écrit un livre sur les loups ? C'est une très longue histoire. Le loup est un animal fascinant dont la fascination se retrouve dans de très nombreuses cultures, aussi bien en Europe, en Asie qu'en Amérique. En travaillant sur les mythes et les légendes, il y a plusieurs dizaines d'années de cela, j'ai rencontré cette figure et j'ai été très étonné de la place prise par une figure animale dans les traditions, les mythes et les légendes qui sont en relation finalement avec des histoires humaines. Alors vous dites plusieurs dizaines d'années, puisqu'il faut savoir que ce livre en fait, a été écrit une première fois en 1986, réédité et un peu modifié en 1997, et encore modifié aujourd'hui à tel point que vous dites qu'on peut considérer que c'est un nouveau livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez les loups ? Quelle est l'actualité des loups ? Alors, il a été complètement, effectivement, repris. J'aborde, par exemple, les traditions amérindiennes que je n'évoquais pas dans les deux précédentes éditions. Et puis, surtout, la grande nouveauté, elle est d'ordre scientifique. C'est-à-dire qu'en 1997, on a découvert que tous les chiens descendent du loup. Ce qui est assez étonnant, surtout si l'on considère certaines espèces de chiens. Et d'autre part, que le loup, là aussi, d'autres travaux, notamment archéologiques, nous l'ont fait découvrir, que le loup est l'animal qui a été domestiqué le premier, bien avant tous les autres, au moins plusieurs milliers d'années avant tous les autres. C'est-à-dire le mouton, la chèvre, le bœuf, puis le cheval, le chat. Cela m'a passionné, enfin ce dossier m'a passionné parce que ça nous en apprend beaucoup sur les sociétés humaines. Vraisemblablement, il y a plus de 30 000 ans, les premiers loups ont été non seulement apprivoisés, mais en plus domestiqués. Alors à tel point que vous citez, page 87, le chien, un auteur qui dit que le chien serait probablement à l'origine même de notre civilisation. C'est vrai que cette rencontre, certains chercheurs même parlent d'alliance entre l'homme et le loup, aurait permis, d'après ces chercheurs, la victoire de l'Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, sur l'homme de Néandertal. Selon ces chercheurs. Alors pourquoi il y a eu une alliance ? C'est-à-dire que l'être humain, à ce moment-là, a intégré cet animal, ce qui était une première, d'une nouveauté absolue. Il l'a intégré, finalement, dans son clan, dans son cercle de vie, pour s'en faire un allié. Parce que le loup a des capacités que l'être humain n'a pas. Capacités qui permettent de mieux chasser, mais aussi de mieux se protéger. Et il y aurait eu cette alliance qui aurait permis cette victoire, qui aurait permis aussi à l'Homo sapiens d'avoir plus de proies, plus de gibier, plus de ressources, d'en priver aussi peut-être l'homme de Néandertal, et donc lui assurant ainsi sa victoire. Alors l'homme qui intègre le loup qui est intégré au clan, mais vous évoquez aussi, c'est peut-être un peu anecdotique, mais tout à fait intéressant, c'est qu'il y a aussi des hommes qui ont été intégrés dans des clans de loups. Exactement. En fait, c'est la troisième partie de mon ouvrage. À la fois l'animal qui a été vers l'homme et qui a donné le chien, dont on connaît aussi la relation extrêmement profonde avec les êtres humains et privilégiée, particulière jusqu'à aujourd'hui. Et puis, d'autre part, les hommes, aussi bien les peuples, les confréries, que des individus qui ont été vers l'animal, qui ont été vers le loup. Alors cela nous a donné des peuples loups, par exemple, qui sont réclamés du loup. Ça nous a donné aussi, dans des mythologies, des légendes, des interventions lupines, que ce soit de loups ou de louves, comme la louve du Capitole, avec Romulus et Rémus, donc bien connue dans notre culture. Et puis cela a donné aussi des groupes de combattants, d'hommes-loups. On en retrouve par exemple dans la tradition scandinave, mais aussi chez les Indiens d'Amérique, notamment d'Amérique du Nord, liés à la chasse. Mais également des individus qui parfois, on a eu quelques exemples récents que j'évoque, qui ont vécu pendant plusieurs années avec des loups, et notamment des loups sauvages, ce qui est une aventure quand même assez extraordinaire. Alors vous évoquez la figure du loup dans les grands mythes scandinaves, indo-européens, iraniens, turcs, grecs, à Rome, comme vous venez d'en parler, chez les Amérindiens, oui. En Chine également, mais aussi dans la Bible. Alors,
est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Comment ça se fait qu'on retrouve le loup, finalement, partout où il y a une civilisation, finalement, il y a un loup? Comment vous l'expliquez? Parce que les êtres humains ont observé pendant des dizaines, peut-être des centaines de milliers d'années, cet animal, et puis d'autres animaux aussi. Ils le connaissaient bien. Et ils ont apprécié ses qualités, ils en ont retiré quelque chose, et ils ont voulu, c'est pourquoi il y a eu cette domestication, ils ont voulu aussi s'approprier ces qualités, qu'ils honoraient au plus haut point. Et c'est pourquoi, dans toutes les sociétés qui ont été en contact avec le loup, donc dans tout l'hémisphère nord, le loup est présent dans les mythes, les légendes, les contes, la toponymie, les noms de personnes. Je donne pas mal de noms. Lopez, par exemple. Exactement, Lopez, qui signifie tout simplement loup. Ça montre bien cette intimité entre cet animal et les sociétés humaines. Et alors, il y a l'image des ténèbres aussi, qui est retenue avec le loup. Il faut tout un travail linguistique aussi dans l'ouvrage, mais qui est tout à fait accessible, en tout cas très agréable à lire. Un travail linguistique sur l'image des ténèbres, de la nuit, et des cycles, en fait, que représenterait le loup. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Alors, ça, c'est toute la première partie, mais qui traverse aussi tout l'ouvrage. Parce que le loup est un symbole aussi de l'ambivalence de l'être humain, de l'ambivalence finalement de nos existences, la mort, la vie, la mort, effectivement les cycles, les saisons. Et le loup, on le retrouve dans de très nombreuses traditions, à la fin et au commencement. Il est à la fin, c'est le loup destructeur. C'est par exemple Fenrir dans la tradition scandinave, qui détruit le monde, mais qui détruit le monde de façon non seulement implacable, mais complète, totale, à tel point qu'il détruit dans la tradition scandinave celui qui est le créateur de tout, qui est Odin. Et puis, alors ça, c'est toute une série de figures lupines que l'on retrouve dans différentes traditions, effectivement, associées à la fin, à la nuit, à la fin d'un cycle. Mais on trouve aussi dans d'autres traditions, effectivement, le loup associé au commencement ou au recommencement, si on préfère. C'est par exemple la louve du Capitole avec Romulus et Rémus, c'est elle qui sauve les deux jumeaux dont l'un des deux fondera Rome, et tous les Romains se considèrent comme fils de la louve. C'est la mère de Rome par excellence, mais on retrouve également ce même type d'image dans les traditions mongoles et dans les traditions turques, et dans plusieurs types de traditions où toujours un loup ou une louve intervient à l'origine pour donner naissance à un peuple qui par la suite devient glorieux. Alors je vais revenir sur un élément que vous avez effleuré tout à l'heure, c'est la question des loups et des chiens. Alors vous le disiez tout à l'heure, et on peut le lire dans votre ouvrage, le loup aurait donné le chien, et finalement les chiens sont les descendants des loups. Tous les chiens. C'est-à-dire du chihuahua au husky, ce qui paraît plus normal. Exactement, oui. Et comment on arrive d'un loup qui est quand même une oui, qui a une corpulence, qui a des dimensions diverses selon les espèces d'ailleurs, mais que on arrive à des tout petits chiens, les chiens qu'on voit en ville. C'est quelque chose qui m'a stupéfié moi-même lorsque j'ai étudié cela pour l'écrire. C'est l'évolution morphologique, parce que la domestication entraîne une évolution morphologique. On voit ça pour d'autres animaux, par exemple entre l'auroch, qui est l'ancêtre du bœuf, et le bœuf, il y a une réduction de taille aussi qui s'est opérée. C'est pareil pour le loup et la plupart, pas tous, mais la plupart des chiens. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de la morphologie, le museau par exemple rétrécit un petit peu, la dentition est également modifiée, mais aussi alors, il y a cela, d'une part, et puis il y a d'autre part également une modification du comportement. C'est-à-dire que l'animal a un comportement qui devient différent. Un exemple, le chien aboie énormément, le loup, devenu adulte, aboie très peu et de manière très brève. Pas du tout les aboiements du chien. Par contre, le louveteau, ou le jeune loup, ce qu'on appelle un louvard, aboie.
C'est-à-dire que le loup, en grandissant, perd cette capacité, cette faculté d'aboyer, tandis que le chien l'a conservée. On peut penser que pour les hommes, il était important de conserver cette capacité, parce que ça en faisait donc un élément extrêmement important, comme pour garder le clan humain. Donc on voit que, en quelque sorte, non seulement la morphologie par la domestication a changé. Bon, le chien, par exemple, digère l'amidon parce que les êtres humains mangent des céréales et donc petit à petit, il a pris l'habitude de bien digérer l'amidon alors que le loup le digère mal. Donc il y a une modification, mais cette modification est aussi, effectivement, concerne aussi la taille, les mesures, les dimensions. Et c'est très étonnant. Alors le loup s'est adapté à l'homme, donc il est capable de s'adapter à d'autres espèces, mais vous expliquez aussi que le loup, dans son état naturel, travaille avec d'autres animaux pour chasser, notamment le corbeau, il me semble. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Exactement. Mais on a noté, et donc les spécialistes animaliers depuis déjà quelques années ont noté une symbiose. Il y a des symbioses qui existent dans le monde animal entre certains animaux. C'est vrai entre le loup et le corbeau. On a noté une coopération entre les deux. Et ça peut aller même très loin. C'est-à-dire que même certains ont noté que parfois ils pouvaient jouer ensemble. Ce qui est assez étonnant. Ce sont deux animaux très intelligents, aussi bien le loup que le corbeau, et ils ont bien compris tout le parti qu'ils pouvaient tirer des capacités de l'autre animal. Le corbeau, volant, a une vue panoramique que n'a pas le loup. Et donc il peut détecter des proies que le loup ne détecte pas. Il peut voir des choses que le loup ne va pas voir. Et on pense que les loups donc, se guident aussi au cri du corbeau, de même que les corbeaux, lorsqu'ils entendent certains hurlements de loups, comprennent que, par exemple, une proie a été prise et que, par conséquent, eux aussi peuvent participer au festin. Parce que lorsqu'un animal est tué par un loup, il y a plusieurs autres animaux qui participent aussi au festin. Le loup prend un certain nombre de parts et puis il laisse souvent à d'autres animaux, comme le corbeau, justement le soin de profiter du reste. Et puis ça se termine même par des tout petits, des insectes qui viennent aussi prélever leur part. Alors le chien, le loup, le corbeau, mais alors vous parlez aussi d'un autre animal qui, lui, je pense, n'a pas existé, c'est le loup-garou. Tout un chapitre sur le loup-garou. Alors, le loup-garou n'est pas un animal, c'est un homme-loup. Oui. C'est un homme-loup. Alors, tout dépend de ce que l'on appelle par loup-garou, qu'on traduit par lycanthrope, d'après les termes grecs, ce qui veut dire homme-loup, tout simplement. En fait, le loup-garou, c'est vrai que dans le cinéma, dans les séries, on voit beaucoup cela. C'est un homme qui a une apparence, ou une femme d'ailleurs, qui a une apparence de loup ou de louve. Alors, de quoi s'agit-il? C'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps. Mais de quoi parle-t-on? Certains films nous conduisent à penser qu'il y a une transformation anatomique de l'être humain. En réalité, ce n'est pas cela. Dans l'histoire, même si ça a été discuté, on voit ça, il y a toute une littérature depuis l'Antiquité qui évoque cette question-là. Il n'y a pas de transformation. Mais ce sont des êtres qui adoptent un comportement de l'animal, parce qu'on pense que ce comportement est bon pour la chasse, il est bon pour la guerre notamment, et qui souvent, pour mieux entrer dans la peau du loup, se revêtent d'une peau de l'animal. Les plus anciennes représentations de lycanthropes datent d'il y a 6-8 000 ans. On les trouve dans le sud de la Libye. Ce sont des êtres qui sont à la fois, on voit des représentations gravées sur la pierre, à la fois un visage de canidés. En fait, il ne s'agit pas de loup, là, mais de lycaon et de chacal. Et puis, d'autres parties, des mains, des jambes, qui sont humaines. Et on les voit notamment dans des scènes de chasse. Mais ces relations entre l'homme intime, ces êtres hybrides, finalement, qu'on appelle zoomorphes, entre l'homme et l'animal, sont encore plus anciennes. La plus ancienne date de 40 000 ans. C'est une statuette qui a été trouvée en Allemagne, qui est conservée au musée d'Ulm et qui représente un homme lion, ou lionne, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de crinière, donc datée d'il y a environ 4000 ans, une statuette d'une trentaine de centimètres en ivoire de mammouth.
qui a fini d'être reconstitué en 2013. Et donc, ces hommes animaux, ces êtres humains animaux, c'est quelque chose qui remonte très loin dans le temps. Alors, on les retrouve effectivement dans l'Antiquité. Il y a toute une série de témoignages. Il y a un exemple littéraire très célèbre que j'évoque, c'est Dolon, qui est un guerrier troyen. C'est Homère qui nous raconte cela au chant 10 de l'Iliade. Un guerrier troyen qui, la nuit, va espionner les Grecs et qui est surpris par Ulysse et Diomède, le roi d'Argos. Et ce qui est très intéressant, c'est que Dolon, qui se revêt d'une peau de loup et dont le nom signifie la ruse, Dolos, est lui-même intercepté par Ulysse, qui est le guerrier rusé, malin par excellence, dont le grand-père s'appelait Autolycos, c'est-à-dire vrai loup, et également par Diomède, qui est le roi d'Argos. Or, l'animal emblématique de la cité d'Argos en Argolide, c'est le loup. Et Diomède est un guerrier qui est dit plein de fureur, plein d'ardeur au combat. C'était ce qui est une caractéristique des hommes loups. On trouve ça aussi bien dans les traditions en Grèce, en Iran, que dans les traditions turques. Cette ardeur, cette fureur au combat qui les caractérisait. Et de fait, on a aussi, jusqu'au Moyen-Âge, des confréries de guerriers. Chez les Scandinaves, on les appelle les Ulfenar, les hommes à pelisse, à peau de loup, qui étaient dotés d'une force dépassant les capacités humaines habituelles et puis d'une ardeur au combat incroyable. Donc cela a donné effectivement ce qu'on appelait le loup-garou. Après, on s'est beaucoup posé la question dans l'histoire de savoir, on trouve ça même dans l'Antiquité. Pline l'Ancien dit non, il n'y a pas de transformation. Saint-Augustin évoque Alors Saint-Augustin, effectivement, évoque cette question dans la Cité de Dieu. Il explique qu'il ne peut pas y avoir de transformation parce que le diable ne transforme pas les corps. Mais par contre, le diable, nous dit Saint-Augustin, joue sur les perceptions de l'être humain et sur ses impressions. Et notamment ses impressions lorsqu'il rêve. Alors, il développe tout un discours que l'on retrouve tout au cours, d'ailleurs, du Moyen-Âge. Mais il y a aussi une croyance, quand même, en cette transformation. Elle est encore discutée, beaucoup discutée au XVIe siècle, à l'époque des grands procès en sorcellerie. Il y a toute une série d'ouvrages sur la lycanthropie, avec quelques auteurs, comme Jean Bodin, qui est un auteur qui nous a beaucoup apporté sur la souveraineté au XVIe siècle, mais qui, lui, avait tendance à croire justement en cette transformation, tandis que toute une série d'autres auteurs n'y croient pas. Et on voit que cette idée est finalement complètement abandonnée au XVIIe siècle. On va finir sur une question qui va nous raccrocher un petit peu à l'actualité, j'en suis désolé. Alors l'actualité récente a été marquée un peu par les poussées des écologistes dans les urnes en tout cas pour les gens qui sont allés voter. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le loup? Est-ce que ça nous permettra, ça me permet de vous demander quel est l'avenir pour le loup en France? On va revenir à quelque chose de très terre à terre. C'est plutôt, alors je dirais de façon très générale, mais sans entrer dans les détails, une bonne nouvelle pour le loup. Mais les écologistes qui ont été élus dans des villes où il n'y a pas de loup. Donc les maires de ces villes n'auront aucune action concrète sur le loup qui se trouve dans les campagnes, dans les forêts, dans les différents terrains en friche. Aujourd'hui, c'est une question, effectivement, le retour du loup depuis 1992. On estime, il y a quelques jours, l'Office français de la biodiversité a donné le chiffre de 580 loups officiellement présents en France. Bien sûr, c'est approximatif. Mais cela crée de très fortes tensions avec les éleveurs qui, bien sûr, n'ont pas été préparés à ce retour, pour qui c'est un défi supplémentaires qui s'ajoutent à des conditions économiques déjà difficiles et donc qui sont en première ligne face au retour de ce prédateur. Alors il y a des personnes qui travaillent pour trouver des solutions. Il y a des solutions qui existent, qui demandent un accompagnement, qui demandent l'utilisation parfois de certaines technologies aussi pour dissuader le loup d'attaquer les troupeaux. Il faut bien comprendre que le loup, c'est un animal opportuniste. S'il peut ne pas se fatiguer à courir derrière un mouflon et plutôt profiter de troupeaux de moutons qui ne se défendent pas, eh bien il ira plutôt vers les troupeaux de moutons. Alors il faut le dissuader d'aller vers les troupeaux de moutons, de chèvres ou d'autres animaux domestiques qui n'ont pas l'habitude de se défendre face au loup, à la différence des animaux sauvages. Merci beaucoup Christophe Levallois. Je rappelle Le loup et son mystère, histoire d'une fascination, aux éditions Le Courrier du Livre.